Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 23 novembre. Nous irons en Corse pour débuter ce journal. Le prince Albert II et la princesse Stéphanie étaient à Luciana aujourd'hui, une commune jumelée à la principauté et qui a une histoire bien particulière avec Monaco. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre envoyé spécial Fabien Bonilla. Au même moment, la princesse Charlène a rendu visite aux pensionnaires du Cap Fleuri aux côtés de l'association Chiens de Cœur, une association qui met en place des thérapies assistées par l'animal pour rompre avec la solitude. À l'heure où l'état de santé de l'océan est menacé, les initiatives en faveur d'une meilleure connaissance et gestion de notre planète bleue se multiplient. L'Institut océanographique a souhaité les saluer hier soir en les récompensant d'une grande médaille Albert Ier. Parmi les lauréats, l'infatigable défenseur de l'environnement Jean-Louis Etienne. Il sera notre invité dans ce JT. Baby-foot géant, jeux de piste, atelier de construction, le parc Princesse Antoinette était le paradis des enfants hier pour une journée qui leur était dédiée, mais qui voulait également les sensibiliser à leurs droits. Puis nous parlerons finances et économie avec Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, présent en principauté pour une conférence donnée par la MAF, et Guillaume Rose, car le Monaco Economic Board achève actuellement une mission aux Pays-Bas. Vous le savez, la principauté commémore cette année le centenaire de la naissance du prince Régnier III. Si plusieurs événements ont lieu à Monaco, aujourd'hui, c'est la Corse qui a voulu lui rendre hommage. Une exposition a été inaugurée ce jeudi à Luciana, une commune située au nord de l'île de Beauté, en présence du prince Albert II et de la princesse Stéphanie. Fabien Bonilla, vous êtes sur place pour Monaco Info et vous avez assisté à cet événement marquant. Oui, bonsoir Émilie. C'était un moment riche en émotions. Il faut savoir qu'il y a tout juste 20 ans, en 2003, le prince Régnier III effectuait son dernier voyage et c'était ici, à Luciana, pour aller sur les traces de Sainte Dévote, sur les lieux du martyre de la jeune femme patronne de la principauté, mais également de la Corse. C'était à l'occasion de la Pentecôte. Le prince Régnier III et le prince héréditaire Albert s'étaient joints aux fidèles venus en pèlerinage. Pour célébrer les 20 ans de ce déplacement et le centenaire de la naissance du prince, une exposition est organisée au musée archéologique de Mariana, prince Régnier III de Monaco, juste à côté de la cathédrale de la Canonica. L'exposition qui s'intitule Régnier III sur les pas de Sainte Dévote rend hommage à l'attachement du souverain à cette ville jumelée avec la principauté. Elle a été inaugurée par le prince Albert II et sa sœur la princesse Stéphanie. Ce qui était important, c'est qu'il ait pu faire ce pèlerinage et qu'il ait pu montrer son attachement, non seulement bien sûr au culte de Sainte Dévote, mais à cette amitié avec la Corse et avec cette région. Toutes les commémorations du prince Régnier III sont importantes et c'était important de venir ici aussi parce que lui-même avait voulu ce musée et être ici et a toujours œuvré pour l'amitié entre la Corse et Monaco, et donc c'était normal d'être là et ça me fait énormément plaisir. La scénographie de l'exposition s'inspire du périple en barque de la Sainte depuis la Corse jusqu'à Monaco. L'exposition présente des œuvres et des souvenirs qui témoignent du dernier déplacement du prince Régnier III. Toute cette scénographie se développe autour de cette stylisation de la barque de Sainte Dévote et aussi en s'intégrant avec l'architecture du musée ici. Alors il y a des sculptures, donc par exemple la barque de Sainte Dévote qu'on connaît à Monaco, ou aussi un buste du prince Régnier qui est venu en pèlerinage ici, des timbres, quelques revues de presse aussi qui reprennent le pèlerinage de 2003 du prince Régnier quand il est venu. Et aussi des photos de ce pèlerinage avec la procession et différents événements de ce jour-là. Et si vous êtes, Émilie, ou vous, téléspectateurs du côté de Luciana ou Bastia, que ce soit cet hiver, ce printemps ou cet été, vous pourrez vous rendre au musée de site archéologique de Mariana, prince Régnier III, pour découvrir l'exposition Régnier III sur les pas de Sainte Dévote. Vous avez jusqu'au 22 septembre. Retour en principauté avec l'inauguration hier du Café de Paris. Le couple princier a dévoilé la plaque officielle marquant une nouvelle page de l'histoire de cette célèbre brasserie. Le plus ancien établissement de la principauté sera à l'honneur ce vendredi dans une édition de notre JT spécialement délocalisée pour l'occasion. Christine Tomel recevra les grands témoins et les personnes qui ont contribué au nouveau visage du Café de Paris. Rendez-vous demain à 19 h sur notre antenne.
La princesse Charlène a rendu visite aux pensionnaires du Cap Fleuri aux côtés de l'association Chiens de Cœur qui met en place des thérapies assistées par l'animal pour rompre avec la solitude. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Elion et Hugo Comasa. Depuis 10 ans, l'association Chiens de Cœur de Monaco œuvre à donner de l'affection et à partager des moments de bonheur avec les personnes âgées de la principauté. Le tout grâce au meilleur ami de l'homme, le chien, et via des thérapies assistées par l'animal. Ce jeudi après-midi, la princesse Charlène a rendu visite aux résidents du Cap Fleuri et aux bénévoles de l'association. Les bénévoles étaient contents et ravis de voir la princesse. Et puis quand on voit le bonheur que ça donne chez les résidents, c'est pour ça qu'on vient avec les chiens. Et quand la princesse prend le temps de venir avec nous, c'est top. Présidente de la SPA de Monaco, la princesse Charlène est très sensible à la cause animale. Elle a pris du temps pour dialoguer avec tous les résidents du Cap Fleuri avant de leur offrir un joli cadeau, une photo inédite des enfants du couple princier. À l'heure où l'état de santé de l'océan est menacé, les initiatives en faveur d'une meilleure connaissance et gestion de notre planète bleue se multiplient. L'Institut océanographique a souhaité saluer ceux qui contribuent à cela hier soir en les récompensant d'une grande médaille Albert Ier. Cette remise de distinction a eu lieu au musée océanographique en présence du prince Albert II. Le reportage d'Anaïs Riu et Hugo Comasa. Véritable tradition pour la principauté et son institut océanographique, la cérémonie des grandes médailles Albert Ier a cette année honoré 5 personnalités et 4 jeunes chercheurs dévoués à faire connaître, aimer et protéger l'océan. Ça représente pour nous vraiment un accomplissement, l'accomplissement des personnes que nous célébrons. D'abord pour leur réussite et leur carrière dans la science, dans les sciences océaniques. C'est aussi pour nous très important parce que nous célébrons aussi des personnes dont l'engagement personnel permet de faire comprendre au grand public quelle est l'importance de l'océan. Donc c'est vraiment ce lien entre la science et le grand public. Français ou étrangers, les lauréats sont distingués dans 2 catégories, la science et la médiation de l'océan. Parmi eux, Donna Bertarelli a été récompensée par le prix de la section médiation pour avoir, entre autres, passé près de 20 ans à protéger des écosystèmes par la création d'aires marines protégées à grande échelle. Rapidement, je me suis rendu compte que cet océan qui recouvre 70% de notre planète est vraiment, véritablement notre mer nourricière et qu'il fallait le préserver. Et de nouveau, dans mes études, je me suis rendu compte que de créer de vastes aires marines protégées, hautement protégées, sont comme des comptes d'épargne en comparaison du compte courant. Et donc, il faut une protection forte pour pouvoir en retirer les bénéfices qu'on s'attend, ce que la science souhaite avec cet objectif international de protéger 30% de l'océan d'ici 2030. Avec le soutien de Biotherm et en partenariat avec l'Académie des sciences, l'Institut océanographique a également décerné un prix de thèse à 4 jeunes chercheurs, récompensés pour leurs études d'une discipline liée à la mer ou à l'océan, réalisée dans une école doctorale française. Et parmi les lauréats figure un infatigable défenseur de la planète. Jean-Louis Etienne a été le premier homme à atteindre en solitaire le pôle Nord après 63 jours de marche. C'était en 1986. On suivit de nombreuses explorations dans les régions polaires afin de mieux les faire connaître et d'expliquer le rôle qu'elles jouent sur l'équilibre du climat. Jean-Louis Etienne a reçu la grande médaille Albert Ier dans la section médiation. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Louis Etienne. Bonsoir. Votre nom résonne dès que l'on parle de sensibilisation à la protection de l'environnement, d'exploration également. Cette grande médaille, Albert Ier, vient saluer votre engagement de longue date. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? C'est un honneur extraordinaire. J'ai dirigé cette maison il y a une décennie et recevoir cette médaille, je suis très touché. J'ai conservé de très bonnes relations avec la principauté, avec le souverain, et donc j'en suis très touché, notamment c'est une médaille sur la médiation. Et la médiation, c'est ce que j'aime faire quand on fait des expéditions, parce qu'en fait, ces expéditions, on fait un travail sur le terrain, mais ce qui est important, c'est de témoigner. Et moi, j'aime bien, si vous voulez, faire des projets pédagogiques à partir de ces expéditions. On est sur le terrain, on a une crédibilité, une légitimité, et mon travail, ça consiste, si vous voulez, à simplifier toute la science que l'on fait sur le terrain,
trouver des mots simples de manière à ce que des gens comprennent des phénomènes complexes. Donc avoir cette médaille dans le secteur de la médiation, ça me fait énormément plaisir. Oui, c'est votre communication depuis le terrain qui est soulignée. Vous êtes un grand témoin, vous venez de le dire, de l'impact du changement climatique, notamment sur notre planète. Vous qui explorez les régions polaires depuis des années maintenant, il y a urgence à agir ? Il y a urgence à agir partout. Les régions polaires, elles jouent leur rôle de refroidissement. Vous savez, la machine climatique, c'est une machine thermique énorme. C'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. On a besoin de ces pôles-là. Et ils sont touchés aujourd'hui par le réchauffement climatique. Au nord, le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé et on voit tous les ans, à la fin de l'été, les satellites nous montrent cette régression de la surface de la banquise. Et en même temps, la banquise diminue d'épaisseur au pôle Nord. Et puis à l'autre pôle, au sud, en Antarctique, il y a un vélage, il y a une production d'icebergs qui est de plus en plus importante. Donc ce sont des régions qui sont affectées effectivement aujourd'hui par le réchauffement climatique. La COP28 doit s'ouvrir dans une dizaine de jours. Il y a eu lieu aussi dernièrement le One Polar Summit à Paris. Ce sont des rendez-vous utiles, selon vous, pour faire avancer les choses ? Alors ce sont des rendez-vous indispensables. D'abord parce qu'il y a une communication qui sont faites sur cet événement. En général, c'est la rencontre de diplomates qui viennent de chacun des pays avec un peu la consigne du pays. Qu'est-ce que l'on peut faire au mieux? Donc ça fait avancer le processus. C'est insuffisant. Il faut bien sûr mettre en place le plus possible de réglementation politique, mais c'est aussi l'affaire de chacun. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence personnelle, familiale, professionnelle, politique. Donc si chacun prend une part du chemin, on arrivera à une solution. Parce que si on attend que la COP nous décrive, si vous voulez, tout ce que l'on doit faire dans notre vie quotidienne, on n'y arrivera jamais. Il faut la mise en œuvre de chacun d'entre nous là où il est efficace. C'est un message porté et un engagement également de la principauté et le prince Albert II depuis très longtemps. Quel regard portez-vous sur l'engagement de Monaco dans ce domaine ? Alors Monaco a une force, c'est d'abord Monaco a une histoire. Le prince Albert Ier a été un des premiers explorateurs des régions polaires. J'étais il n'y a pas très longtemps cet été sur le glacier Monaco. Donc ça a été vraiment un explorateur et le souverain aujourd'hui a cette même fibre. J'en ai parlé longtemps avec lui quand je dirigeais le musée océanographique et l'institut océanographique. Donc il a une sensibilité, et a tout le temps non seulement une sensibilité, mais en plus une volonté de mettre en œuvre des solutions. Donc on est dans la lignée d'Albert Ier dans l'exploration, et il a pris corps la sensibilité nécessaire pour faire face à ce dysfonctionnement de notre environnement, notamment sur l'océan. Et Monaco a tout à fait une grande légitimité sur tout ce qui concerne les océans. Jean-Louis Etienne, vous êtes un infatigable aventurier. Qu'est-ce qui vous motive encore de participer à de telles explorations? C'est vrai. PolarPod, c'est une exploration de l'océan austral. Là, on parle de l'hémisphère sud, l'océan austral, l'Australie. Donc c'est un océan qui fait le tour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est cet immense continent de glace qui est au pôle sud. Cet océan fait le tour en permanence, entraîné par ces fameux vents que les marins appellent les 50e hurlants. C'est un océan qui est loin, qui est difficile d'accès, et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'installe sur cet océan pour faire de la recherche. Et PolarPod répond à cette attente. Ce navire vertical, en fait, il a un tirant d'eau. On est loin des vagues de surface qui secouent tous nos bateaux. Donc on est pris dans des eaux profondes et à la surface, on a un treillis. L'eau nous passe à travers. Donc ça va permettre d'héberger des scientifiques dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et toute l'année, c'est un des points essentiels de PolarPod, étudier cet océan aux 4 saisons. Et le PolarPod, par son autonomie, va permettre de séjourner sur le long terme sur cet océan difficile. Et quand débutera cette aventure ? La construction de PolarPod devrait commencer au début de l'année prochaine, départ prévu au début de l'année 2026. Merci infiniment Jean-Louis Etienne d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Ce soir. Intéressons-nous à présent à ce moment proposé par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Un après-midi festif était proposé au Parc Princesse Antoinette avec des ateliers ludiques et créatifs pour favoriser les échanges entre les enfants. Cet événement mettait également le Préventorium Régnier III à Madagascar à l'honneur, un centre d'assistance pour enfants inauguré
en 2003 par le prince Albert, alors prince héréditaire. Anaïs Riu vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Hugo Comasa. Chaque année, la principauté se mobilise pour célébrer l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée dans le but de protéger tous les enfants du monde et de garantir leurs droits fondamentaux là où ils sont menacés. Tous les enfants ont droit à l'éducation, ont droit de jouer, ont droit d'être aimés, ont droit d'être soignés, ont droit d'être encadrés. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je voulais faire une après-midi récréative pour à la fois les sensibiliser mais ne pas les stresser. C'est donc dans le parc Princesse Antoinette qu'ont été invités plus de 500 élèves monégasques ainsi que la famille princière à se réunir pour des activités sportives, sensorielles et créatives autour d'un même thème. Le thème qui a été choisi est Madagascar, puisqu'on met à l'honneur le Préventorium de Madagascar qui a été inauguré par le prince Régnier III, dont on fête le centenaire cette année. Si, c'est avec ce mot-là, mais en autonomie, c'est vrai, ils ont eu le choix, ils peuvent choisir un atelier plutôt qu'un autre, ils sont là avec les copains, il n'y a pas de barrière de classe, il n'y a pas de barrière d'école, ils se retrouvent tous pour cette cause, et c'est vrai que c'est sympa. Par ces différentes actions de sensibilisation, l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports vise notamment à récolter des dons afin de rénover le Préventorium Régnier III, mais également de permettre à des jeunes dans le besoin d'accéder à des études supérieures. L'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, était l'invité de l'AMAF et de son président, Étienne Franzy, ce jeudi, pour un déjeuner-conférence qui posait cette question « Sommes-nous vraiment dans un monde nouveau ?» Jean-Claude Trichet a ainsi évoqué très largement les mécanismes qui ont déclenché le retour de l'inflation mondiale dans des proportions qui ont surpris tous les économistes après une longue période de stabilité et l'impact global du Covid. Je vous propose de l'écouter. Le monde en ce moment est très compliqué, on est dans un autre univers, un autre monde que celui qu'on avait connu jusqu'à la guerre en Ukraine. L'intensification, disons, de la matérialisation des risques géostratégiques particulièrement épouvantables en Israël et à Gaza ne semble pas jusqu'à présent, mais il faut rester extrêmement prudent, avoir eu un gros impact sur les marchés en général, lesquels ont le sentiment qu'au total, les choses devraient pouvoir être réglées, disons, progressivement, sans drame. Il faut rester très prudent. On ne sait pas ce que sera l'avenir, il faut se préparer à l'imprévisible et donc être aussi sûr que possible qu'on résistera dans divers scénarios. Je crois qu'on s'habitue de plus en plus à l'incertitude quand même, au niveau mondial, au niveau national, au niveau continental, ne serait-ce que parce qu'on a connu en effet la plus grave crise avec Lehman Brothers depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a ensuite connu le Covid dont vous venez de parler, qui lui-même était totalement imprévisible et a eu un effet monumental. On sait maintenant qu'on est dans un monde où les crises géostratégiques sont présentes. Elles se matérialisent ou pas, mais partout elles sont présentes. Et donc c'est clair que nous sommes dans un monde qui est particulièrement difficile. Il est clair que les périodes difficiles qu'on a connues avec le Covid ont poussé un certain nombre de pays à être particulièrement actifs en matière de dépenses budgétaires et d'activation par le truchement, par le canal budgétaire de leurs propres économies. C'est vrai dans tous les pays, particulièrement vrai aux États-Unis d'ailleurs, qui ont été encore plus imaginatifs et créatifs que les Européens dans ce domaine. Mais partout, évidemment, c'est très dangereux parce qu'on a affaibli, de ce point de vue-là, certainement la résilience des économies. Je ne suis pas particulièrement inquiet pour le moment, il faut rester très prudent pour les Européens, parce que les pays qui avaient été, au moment de Lehman Brothers, dans une situation difficile, ont compris la leçon, et le pays que vous avez évoqué et les autres ont plutôt eu tendance à faire attention. Et donc, au total, si vous voulez, je ne suis pas particulièrement inquiet pour l'Europe, d'une manière générale. Et à l'issue de ce déjeuner auquel assistaient le ministre d'État Pierre Dartout et le ministre des Finances et de l'Économie Marco Piccinini, le président Étienne Franzy a annoncé 5,4 milliards de collecte nette de la place monégasque au cours du dernier trimestre, une somme qui confirme l'attractivité de la place financière monégasque et la santé des établissements qui la composent.
Après la Belgique et la Grande-Bretagne, le Monaco Economic Board vient d'effectuer une mission aux Pays-Bas. Ce pays est un moteur pour l'économie européenne, premier port d'Europe, premier exportateur mondial de fleurs. Il est également considéré comme la capitale européenne des startups. Autant dire que les opportunités d'affaires sont nombreuses. Elles ont été exposées aux adhérents du MEB participant à cette mission. Pour en parler, son directeur exécutif général est en duplex avec nous depuis les Pays-Bas. Bonsoir Guillaume Rose. Bonsoir Émilie. Vous êtes actuellement à La Haye où la mission du MEB touche à sa fin. Quel bilan pouvez-vous dresser de ce déplacement ? Eh bien, c'est une très belle mission, Amsterdam et La Haye, une mission où nous avons rencontré des sociétés absolument incroyables, comme Booking.com par exemple, et où nous avons pu amener 15 entreprises monégasques à la rencontre des entreprises néerlandaises. C'est quand même... Les Pays-Bas, c'est quand même le pays qui aujourd'hui pousse le plus fort en termes d'entrepreneuriat, de start-up et puis aussi de chiffre d'affaires et de PIB. Donc on est dans cette émulation, dans ce dynamisme absolument époustouflant qu'on a rencontré à tous les niveaux aux Pays-Bas. Justement, quelles sont les opportunités d'affaires à faire sur place ? Nous avons donc rencontré de grandes entreprises, mais nous avons pu aussi cibler par rapport aux entreprises. Nous avons par exemple la société Dietzmann qui va rencontrer, donc qui elle est dans l'énergie et qui va rencontrer Total Energy cet après-midi à La Haye, qui va essayer de voir comment dégager des points communs, des synergies. La Chambre des énergies renouvelables est d'ailleurs avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers complètement incroyable de start-up. C'est un hub d'entreprises innovantes qui sont réunies avec même une université dédiée au management et là-dedans, nous rencontrons différentes entreprises qui sont toutes dans l'innovation, qui ont ce point commun, avec des partenariats possibles, avec des idées, avec du business possible entre entrepreneurs. Est-ce qu'il y a déjà des monégasques qui font affaire aux Pays-Bas ? Alors oui, bien sûr. On a, par exemple, la société Dietzmann possède son siège en Hollande. Nous avons plusieurs entreprises, plusieurs sociétés qui sont déjà implantées ici et qui sont très contentes de nous voir parce que nous, on arrive avec un apport institutionnel et du coup, eux développent en amenant des clients. On a déjà des liens qui sont établis. Et pour ceux qui ne sont pas établis, on est aidé par une chambre de commerce qui est la chambre de commerce franco-hollandaise, en fait, la chambre de commerce établie aux Pays-Bas, qui veille à justement établir les liens que nous n'avons pas encore entre sociétés. La chambre de commerce et d'industrie avec qui vous avez signé un protocole d'accord hier, sur quoi porte-t-il ? Alors, c'est ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding, c'est-à-dire un MOU. C'est un accord qui nous engage et qui engage la Chambre de commerce avec laquelle nous signons à travailler ensemble, à donner un suivi, à assurer un suivi et puis à donner des résultats. Alors, on ne peut pas donner de résultats chiffrés dans la mesure où on ne peut pas s'engager à la place des sociétés, bien sûr, mais les résultats, ce sont quels moyens a-t-on mis à la disposition de nos clients respectifs, de nos entreprises respectives et l'obligation de mettre en rapport le maximum de force, le maximum de synergie entre entreprises. Ce déplacement, Guillaume Rose, s'est fait en étroite collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas, l'ambassade de Monaco aux Pays-Bas. Absolument, Frédéric Labarère, ambassadeur, son excellence l'ambassadeur aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et aussi auprès de l'Union européenne, a aménagé pour nous un accueil absolument remarquable. Nous avons aussi été accueillis par le futur consul, nous l'espérons, de Monaco aux Pays-Bas, qui détient l'Hôtel de l'Europe, un endroit exceptionnel où nous avons déjà organisé un certain nombre de rencontres. Et les réseaux diplomatiques et consulaires fonctionnent à plein pour permettre aux entreprises de la principauté de se développer dans le pays où ils sont installés. Et dans le cas de son excellence Frédéric Labarère, il faut savoir que c'est avec un dévouement total que l'ensemble de l'ambassade fonctionne à nos côtés comme une entreprise privée. En fait, on est extrêmement content de cet accueil qui nous a été réservé. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Rose d'avoir été avec nous depuis La Haye pour revenir sur cette mission du Monaco Economic Board aux Pays-Bas. Merci. Merci Émilie. C'est une tradition chaque année pour clôturer la saison sportive. Les membres de toutes les sections de l'AS Monaco étaient réunis mercredi soir à l'auditorium Régnier 3 pour la cérémonie de remise des prix. Qui a été élu athlète de l'année? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alban Gingembre.
Que ce soit en loisir ou en compétition, le sport est une passion commune. Avec ses 23 sections, l'AS Monaco Omnisport est représentée toute l'année sur les compétitions régionales, nationales et internationales. Filles, garçons, athlètes, entraîneurs et dirigeants ont été récompensés mercredi soir à l'occasion de la traditionnelle soirée de remise des prix de l'AS Monaco à l'auditorium Régnier 3. Le prix de l'athlète masculin de l'année 2023 a été décerné à Théo Andan, le vice-champion du monde avec le relais 4x400 mètres français, absent lors de la cérémonie, a tenu à laisser un petit message. Voilà un petit message pour vous dire que je suis très fier d'être encore une fois athlète de l'année. C'est une récompense qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, je ne peux pas être avec vous ce soir malheureusement. Mais voilà, j'ai un petit message pour vous remercier de me soutenir tous les jours. Cassandre Beaugrand, championne du monde de triathlon super sprint, elle aussi absente, a été élue athlète féminine de l'année. Et c'est vrai que c'est un immense honneur pour moi de faire partie du club de Monaco Triathlon après avoir longtemps été sous les couleurs de Monaco Athlétisme. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère vous retrouver en 2024 où j'espère faire briller encore plus fort les couleurs de Monaco Triathlon. La soirée s'est terminée par la remise des insignes d'honneur attribués à Emmanuel de Lorenzi et Sébastien Dervieux et des insignes de vermeil décernés à Jean-Christian Coquema et Frédéric Choquin. Je suis un enfant de l'ASM en fait, j'ai intégré l'ASM en 1970, donc je ne saurais même plus compter combien de temps ça fait. D'abord comme basketteur et puis comme athlète et puis les deux à la fois et maintenant plus pour l'athlétisme. Mais c'est vrai que clairement je suis très honoré, très fier. Beaucoup d'honneur, ça représente le travail de plus d'une décennie au sein de l'AS Monaco Natation, un travail d'équipe, une continuité avec les anciens de la section, Monsieur Boncy, Raymond Lettieri. J'ai une grosse pensée pour eux ce soir. L'an prochain, la cérémonie sera encore plus particulière puisque l'AS Monaco fêtera son 100e anniversaire. Sport toujours avec le challenge Prince Albert II d'Aviron. La 18e édition aura lieu le week-end prochain. Cette compétition rassemblera des rameurs et rameuses de 18 pays différents. Avec cette année, un format de course unique au monde dans la baie de Monaco. Les explications d'Émilie Terrasson et Alban Gingembre. Une 18e édition du Challenge Prince Albert II sous le signe de la nouveauté. Pour la première fois, les rameurs feront du sprint dans le port, une demande des participants que le comité a mis en place. Le samedi, on reste sur un format de course d'aviron de mer traditionnel avec une course au large à 4 km. Là où on a innové cette année, c'est le dimanche, effectivement, puisque le dimanche, tous les rameurs se retrouvent en 4 mixtes, donc 2 garçons, 2 filles et un barreur ou une barreuse. Et là, on va s'affronter sur des courses en duel, sur un format sprint, c'est-à-dire 500 mètres seulement, dans le port et l'avant-port, à élimination directe. Et donc, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout en aviron de mer. Encore une fois, avec le challenge, on a poussé un petit peu plus loin les limites de la discipline. Cette année, le sponsor de l'événement offre la gratuité du matériel pour les participants, un avantage qui favorise la venue de rameurs de 3 continents, avec aussi la participation de multimédaillés. On a commencé à internationaliser cette régate depuis 3 ans. Et là, franchement, on a beaucoup de gens nous envient quand ils savent qu'on a un tel plateau. Une formule très originale de courir en mix comme ça. Et ils ont tous joué le jeu, ils ont composé des équipes avec des rameuses qui ont été cherchées à droite, à gauche. Et c'est d'ailleurs ça qui est étonnant, c'est qu'on voit des équipes avec des mélanges de nations qui sont complètement improbables ailleurs. Et c'est ça qui fait, je pense, l'attractivité aussi. Outre l'attractivité de Monaco, c'est l'attractivité du format qu'on leur a proposé. Et c'est pour ça qu'on a autant d'engagés et d'un tel niveau, surtout. Le challenge aura donc lieu dans les eaux de Monaco et dans le port Hercule, de quoi offrir aux curieux et aux passionnés le moyen d'en profiter. En basket, après 2 défaites consécutives en Euroleague, la Roca Team va chercher ce vendredi à retrouver une dynamique positive face à Baskonia, un adversaire en pleine forme qui reste sur une série de 4 victoires d'affilée et porté par un ancien rouge et blanc, Shima Moneke, l'actuel meilleur joueur d'Euroleague en termes d'évaluation. On écoute Jaron Blossom Game et Sacha Obradovic au micro de Yannick de Bever. It's going to be exciting. Very happy for him having a good year. He's in a good situation over there, got an opportunity, and he's making the most of it. So very happy to see him. Obviously, a game he's very motivated for. We talked a lot this week, and he's definitely excited for us to be there. So
be an exciting game. We do need, like our good offense, like to control their, like fast break points and etc. etc. The key is fast-paced game to control, like the main creators in Howard, Costello and Moneke, Chima. I mean, we need, like all guys, team defense, to stop them. This team is playing with a great confidence. Even, like so-so shooters become unbelievable shooters. So in this case, benefit, to the winning streak they have, they feel confident in the game, which the coach gave them, and I mean, they are very productive. Baskonia-Monaco, c'est ce vendredi à 20h30. Une idée évasion pour le week-end. L'Arboretum de Roure vous invite à la plantation du centenaire samedi et dimanche, un événement organisé à la lisière du parc du Mercantour dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. A noter que l'Arboretum porte le nom de Marcel Kroenlein, du nom de l'ancien directeur du jardin exotique de Monaco. Vous avez peut-être reçu de nombreux mails ou des messages pour vous avertir que ce vendredi, c'est le Black Friday, une journée de promotion pour faire de bonnes affaires. Et vous, allez-vous céder au Black Friday? C'est la question que nous vous avons posée ce soir. Réaction recueillie par Vanessa Dessy. Oui, j'achète, oui. Pas trop, mais moi, je suis comme ça. Je regarde toujours la promotion. Alors, je commande un peu sur Internet et quand ça baisse, c'est bien, c'est avantageux, quoi. Ah oui, parfois. S'il y a des offres qui sont adaptées à mon pouvoir d'achat et tout, j'en profite. J'achète quand j'ai besoin, pas quand... voilà. C'est bien. On achète vêtements, parce qu'il y a des petits trucs sympas. Et peut-être un petit peu de technologie. Voilà. J'attends d'aller voir dans les magasins ce qu'il y a un peu et je verrai ce qu'il y a sur place. Je n'aime pas les shopping, donc c'est ça. C'est toujours bon à prendre, surtout au temps d'aujourd'hui, que c'est pas facile. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Yannick. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Après de belles journées bien dégagées, le ciel se grisera un petit peu ce vendredi. Quelques nuages sont attendus dans la matinée et une légère brume persistera tout au long de la journée. Les températures commencent à baisser avant un week-end qui sera très frais. Il fera entre 12 et 16 degrés demain et puis il faudra souhaiter une bonne fête à toutes les floras. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali qui met en valeur ce soir l'après-midi festive au Parc Princesse Antoinette à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Demain, retrouvez Christinda Thomel pour un JT délocalisé au Café de Paris et Patricia Navarro pour votre JT. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.